Donc, on s'est arrêté la chute verticale d'un corps solide. Ce cours-là comprend deux grandes parties. Celle que nous venons de commencer, c'est la chute libre. Et on finira par la chute libre dans un fluide pour compléter ce cours-là. Peut-être vous êtes au courant des cadres référentiels. Ce qui a été défini pour nous nécessite ce qui reste d'ici à la fin avant la fête de Eid al-Fitr, ce qui va nous obliger à choisir une séance supplémentaire pour faire le devoir. Donc on se mettra d'accord sur une séance hors ce qui est nos séances habituelles, peut-être vers la fin avant les vacances, afin que nous traitons ce qui reste. Ce qui reste, c'est quoi? Une leçon en les transformations chimiques forcées ou l'électrolyse et les mouvements plans, à condition qu'on termine ce cours-là. Les mouvements plans, on traitera le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur et le mouvement d'une charge dans un champ magnétique. C'est-à-dire, une semaine suffira pour traiter ce qui reste. C'est-à-dire, en réalité, on aura le temps de terminer, mais il nous reste des exercices. Vous avez le choix, soit qu'on garde ce devoir après les vacances, soit qu'on le traite avant. Je voudrais bien votre avis. Oui, avant? Non, vous ne voulez même pas. Et comment on va faire avec On a déjà 3? Mon problème, c'est que la quatrième note, comment on va la définir? Il faut avoir une base, un travail. Et à partir de ce travail, on peut faire ajouter la participation ou autre chose. Est-ce que vous êtes tous d'accord de se contenter uniquement de ces 3 devoirs? Je veux avoir l'avis de tout le monde. Et oui, Fatem Zahra, tu fais... oui, mademoiselle, toi aussi? Oui. Donc, après les vacances, on va essayer je vais voir vos cahiers et je vais essayer de mettre en exercice ce que vous avez fait durant toute votre participation et autres. Et j'espère qu'on aura ce quatrième note sera défini de cette façon. D'accord? Donc on passe à notre leçon. Donc la chute libre. Définissez-moi cette chute libre. Si on vous demande, est-ce que le mouvement que nous traitons est un mouvement de chute libre ou non? Par exemple. Comment? On appelle mouvement de chute libre tout mouvement d'un corps solide d'un corps solide soumis uniquement à son poids. Et vous voyez dans cette définition, on ne définit ni la trajectoire, ni les conditions initiales dans lesquelles s'effectue ce mouvement. Il peut être avec une vitesse initiale, comme il peut être sans vitesse initiale. Il peut être vertical, comme il peut être, comme on va voir par la suite, un mouvement plan, c'est le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. Évidemment, dans certains exercices, on essaie d'avoir les conditions. Une chute libre, c'est un cas qui est idéal, c'est-à-dire avoir les conditions, par exemple, dans le vide. Et
c'est pas tous les mouvements qui s'effectuent se fait dans le vide. Et par la suite, il y a des conditions dans lesquelles on peut considérer le mouvement dans l'air est un mouvement de chute libre. Quelles sont ces conditions? Oui. Il faut travailler dans des conditions où, on ne peut pas le négliger comme ça, il faut travailler dans des conditions où l'action de l'air sera négligeable devant l'autre force qui est le poids. D'abord, il faut travailler avec un corps solide qui a une masse volumique très grande devant celle de l'air. Par exemple, la densité, si on prend une bille en acier qui a une masse volumique à peu près 8000 kg par mètre cube, en la comparant à celle de l'air, c'est 1,29 kg par mètre cube. Dans ce cas-là, on peut considérer que les forces de la poussée d'Archimède, elle est négligeable. Il ne reste une seule chose, c'est la force de frottement. Cette force de frottement, il faut travailler avec des vitesses qui sont très faibles et avoir une forme aérodynamique de ce corps-là. Si la forme est aérodynamique, si les hauteurs de chute ne sont pas très élevées, dans ces conditions, on peut dire que le mouvement dans l'air est semblable à celle en grande approximation, semblable à celle dans le vide. Nous avons déterminé, nous avons appliqué la deuxième loi de Newton et arrivé à l'accélération Hg. Et nous avons défini, dans ce choix, nous avons orienté l'axe vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Donc il faut faire attention. L'orientation, généralement, on fait le meilleur choix, c'est lorsque le mouvement est de chute vers le bas, il vaut mieux de choisir l'axe Z dirigé vers le bas. Et dans ce cas-là, on aura Hg, l'accélération de centre d'inertie de ce corps-là, n'est autre que le vecteur accélération de pesanteur. Et pour cela, nous changeons l'unité de G, au lieu d'utiliser le kilogramme par le newton, on le trouve par mètre sur le seconde carré. Donc, généralement, au lieu de dire l'intensité de la pesanteur, on dira l'accélération de pesanteur. D'accord? Et on s'est arrêté à l'équation différentielle. Et dans cette équation, nous avons fait d de Vg sur dt est égal à G. C'est-à-dire que d de Vg sur dt moins G est égal à 0. Voici l'équation différentielle de mouvement d'un chute libre d'un corps et vous voyez que ce mouvement il est indépendant de la masse de corps, c'est-à-dire tous les corps, quelle que soit leur masse, dans les conditions où le mouvement est une chute libre, ils ont la même accélération qui est l'accélération de pesanteur. Donc on passe, quel est le point suivant? On détermine l'équation horaire. C'était le titre. C'est combien? C'est 2, 2. 1, 2. 1, 2. Équation horaire. Donc l'équation horaire à partir de AG est égal à G et AG est égal à D. Nous pouvons revenir à A. Dans ce cas-là, il aura 0, 0 et là AGZ et V aura ici 0, 0 et là VZ et OM au OG. Nous étudions le centre de gravité OG. C'est D de X, D2 sur DT2, D2 de Y sur DT2 et D2 Z sur DT2. Donc à partir de là, nous pouvons déterminer, connaissons que AG est égal à G,
nous pouvons déterminer le vecteur vitesse pour arriver à l'équation horaire. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse de G, évidemment? Donnez-moi ces expressions. Donc, 0, la relation entre les deux, ça c'est quoi? C'est D. C'est D de VG sur X sur dt. Donc, ça donne une constante. Et là, cette constante-là est égale à 0. D'accord? Là, c'est 0. Là, c'est 0. Et sur, ça sera Vz est égal à quoi? C'est la primitive. Donc, c'est G fois T plus V0 sur Z. Là, si la chute est sans vitesse initiale, V0Z est égal à 0. Mais il faut faire attention, les données de problème, c'est elles qui définissent la valeur de V0Z. Si le mouvement est une chute sans vitesse initiale, alors on aura ce VG aura 0, 0, et là c'est GT. À partir de là, on détermine, oui, est-il une remarque? On a déjà fait cette équation. Oui? On a déjà fait cette équation. Vous avez déjà fait. Donc on passe à OM. OM, au G. C'est X de T, Y de T, et Z de T. Et nous avons AG, c'est D carré de X sur dt. Et de là, on tire D2 de X sur dt2 est égal à 0. D2Y sur dt2 est égal à 0. Et D2Z sur dt2 est égal à G. Par intégration, ou chercher la primitive de la fonction, ça donne Z de T est égal 1 demi GT2, 1 demi GT2, plus V0Z de T, plus Z0. Mais dans ce cas-là, V0Z est égal à 0 et Z0 est égal à 0. Ce qui donne Z de T est égal à 1 demi G T2. Voici l'équation horaire de mouvement Z de G. Si nous voulons donner la relation entre Z et V, quelle est la relation qu'on peut établir entre Z et V et VZ? De là, nous avons VZ est égal à G fois T, ce qui donne T égal à VZ sur G. En remplaçant, on aura Z est égal à 1 demi G fois VZ carré sur G carré, ce qui donne une simplification. Ça sera VZ carré sur G. Quel est l'intérêt de cette relation-là?
Qu'est-ce que j'ai fait en passant de là à là? J'ai éliminé le temps. Celle-là, dans ce cas, peut-être que nous avons déjà démontré la relation. Dans ce cas simple, cette relation s'appelle la relation indépendante de temps. Par exemple, si dans un exercice on demande, on lance un corps de masse de m avec une vitesse initiale, quelle est la distance parcourue, par exemple, pour qu'elle s'arrête, on peut, ou à un instant donné, nous pouvons relier z ou x avec la vitesse de ce mobile. D'accord? Là, c'est la relation qui relie la distance avec la vitesse. Et puisqu'on est avec cette relation-là, on peut imaginer le cours qui viendra par la suite, c'est le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. Ça sera le même travail, sauf que la vitesse initiale V0 est là. Une composante, c'est un mouvement plan, c'est-à-dire que la projection de V elle est sur l'axe des X et l'axe des Y ou Y et Z dans un plan donné, et on fera le même travail. C'est ce qui nous reste comme dernière leçon, on le traitera par la suite. Donc, je vous laisserai, je n'ai pas fait un exercice sur la chute libre dans un puits. Donc, je vous envoyerai cet exercice. Vous allez, je l'ai fait avec vos camarades en arabe. Je peux vous envoyer la réponse ou je peux traiter cet exercice, vous donner la réponse de cet exercice. D'accord? Donc, on passe à 2 en chiffres romains. Chute verticale d'un solide dans un fluide. Nous avons déjà parlé des forces usuelles. Rappelez-moi ces forces que nous avons déjà traitées. Il y a le poids, la réaction et la force d'Archimède, la poussée d'Archimède et force de frottement. Ces forces-là, on va les trouver dans cette partie de cours. D'abord, qu'appelle-t-on un fluide? Oui, c'est un fluide. C'est un corps qui peut être soit à l'état gazeux, soit à l'état liquide. Donc, ce mouvement-là que nous avons déjà utilisé, chute, et nous l'avons mentionné libre, c'est-à-dire nous avons travaillé dans des conditions où l'action de l'air a été négligeable devant le poids. Mais la question que se pose, qu'est-ce qu'on aura si cette condition, c'est-à-dire si on travaille dans des conditions où on ne peut pas négliger l'action de l'air, c'est ce l'air qui est fluide, soit un solide, soit un liquide ou un gaz, elle exerce sur un corps solide 2 types de forces. La première force que nous avons déjà dit, c'est la force liée à la poussée d'Archimède. Quelles sont les caractéristiques de cette force? D'abord, sa direction, elle est toujours verticale, orientée toujours vers le haut, et son intensité est liée à la masse de volume déplacé. Et cette force-là, elle est indépendante, qu'elle soit le corps en mouvement ou elle est en équilibre stable. Par contre, l'autre force, lorsque ce corps solide elle est en mouvement dans ce fluide-là, qu'il soit l'air ou autre, et là, par une force de frottement, qu'on appelle force de frottement fluide, cette force-là, elle est liée à la vitesse avec laquelle s'effectue ce mouvement.
Et on écrira, nous l'avons déjà écrit, que F c'est moins K fois V à la puissance N. En réalité, V N moins 1 fois V, pour l'écrire sous forme vectorielle. Cette force-là, cette constante, dépend d'abord de la nature du corps et de sa forme géométrique, et aussi dépend du fluide dans lequel s'effectue ce mouvement. Notre problème dans ce cours-là, c'est que lorsqu'on étudie le mouvement d'un corps dans un fluide, on n'arrive pas au départ de connaître en réalité laquelle forme. Est-ce que ce F est égal à moins K fois V, ou F est égal à moins K' fois V de cette façon, c'est-à-dire l'intensité c'est K prime fois V carré, et là F c'est K fois V. Mais ce calcul est défini pour déterminer cette expression ou l'autre. Il y a une relation dans l'étude des fluides, une relation qui s'appelle qui permet de connaître les deux expressions. On montre que si le mouvement s'effectue à faible vitesse, des vitesses très, très petites, on admet que ce F est égal à K fois V. Si le mouvement s'effectue avec vitesse très grande, alors dans ce cas-là, F est égal à K' fois V. C'est-à-dire que ces deux constantes ne sont pas les mêmes. Si on change de régime d'écoulement de fluide ou de mouvement, on change aussi cette constante-là. Donc, quel est l'objectif de l'exercice qu'on traite ici? C'est qu'on va essayer de modéliser cette force de frottement, puisqu'à l'avance, on ne peut pas dire, c'est pas comme la force de la poussée d'Archimède. À l'avance, c'est FA est égal à M' fois G. Et M', c'est ρ fois ρ de liquide ou de fluide fois le volume émergé. C'est défini. Mais dans ce cas-là, on essaie de s'approcher à cette force par un modèle donné. C'est-à-dire, on va essayer d'étudier le mouvement d'une façon expérimentale. C'est utiliser un logiciel, filmer le mouvement, suivre, traiter ce mouvement-là. Cette vidéo de mouvement doit être traitée par un logiciel qui permet de donner la vitesse, la courbe de la vitesse en fonction du temps. Et on va essayer de faire une étude théorique et d'essayer de donner, par exemple, dans ce cas-là, on admet que F est égal à K fois V. On traite le problème et à la fin, on essaie de faire quoi? D'arriver à ce V en fonction du temps de façon théorique et d'essayer de voir ce travail qui est théorique, est-ce qu'il est en concordance avec ce travail qui est expérimental. Si on trouve qu'il n'y a pas de différence, alors dans ce cas-là, on dit que dans ce mouvement, la force de frottement est de type K fois V. Mais si on trouve un écart entre les deux études, on dira que cette modélisation n'est pas admise et on essaie de faire un autre modèle en adoptant F est égal à K' fois V carré. On fait notre étude, on essaie de faire cette comparaison et de dire peut-être dans ce cas-là, la force de frottement est égale à K fois V carré. Dans certains cas, on peut trouver dans le même mouvement, dans une partie, il y a le modèle K fois V, dans une autre partie, il y a le modèle K' fois V carré. Pourquoi? Parce qu'au cours de chute, le corps commence avec des vitesses, on le lâche avec une vitesse initiale qui est faible, nulle même, et cette vitesse, elle augmente. Donc généralement, pour la partie, ou ce qu'on appelle le régime initial, on peut avoir une similitude avec ce cas-là. Mais au cours de mouvement, la vitesse augmente, on peut aller vers le modèle de K' fois V carré. D'accord? C'est ça. Donc ce que vous devez appliquer dans ce cas-là, d'abord, définir le système à étudier. Par exemple, une bille dans
on va voir un exercice, on traitera directement un exercice d'application. C'est l'objectif de cet exercice, c'est déterminer la viscosité de l'huile de moteur. Vous voyez que dans les pistons, pour faciliter ce mouvement et minimiser le frottement, on utilise de l'huile. Et cette huile-là, c'est elle qui permet de minimiser le frottement, et c'est-à-dire donner une... parfois, si on ne vérifie pas quotidiennement le niveau de l'huile dans la voiture, vous avez pu constater vos parents, le matin, en ouvrant le capot, ils essaient de vérifier l'eau et vérifier l'huile. Sinon, il y a, ça donne, si le niveau d'huile n'est pas correct, on peut avoir des frottements, et ces frottements donneront quoi? Dégageront de la chaleur, et la chaleur peut donner le moteur sera brûlé suite à ce travail. Donc, définir le système, inventaire des forces exercées, équation différentielle, et on essaie de résoudre cette équation différentielle par une méthode là, soit que nous avons un cas qui est simple, c'est K fois V, et on va voir que cette équation différentielle, elle est semblable à celle que nous avons traitée en électricité, et la solution, ça sera semblable à celle que nous avons traitée, mais le problème, lorsque nous avons f est égal à 4 fois v carré, c'est difficile de résoudre cette équation, et on utilise un procédé qui est approché, ce qu'on appelle la méthode d'Euler. La méthode d'Euler, c'est une méthode qui est itéraire, c'est-à-dire il se fait d'une façon répétitive, et on fait un travail pas par pas. On commence de l'instant initial où les conditions sont bien connues, on connaît l'accélération à 0 dès le départ, on connaît la vitesse initiale, généralement soit 0, soit différente de 0. À partir de ces données-là, cette méthode-là nous permet de déterminer l'accélération juste après un intervalle de temps qu'on appellera le pas de calcul, puis la vitesse V1, A1, et à partir de V1, A1, on passe à A2, V2, par cette méthode-là qui est approchée. Plus cette méthode est efficace et acceptable, tant que le pas de calcul est très petit. On va voir dans la partie qu'on traitera dans cet exercice. D'accord? Donc, on passera directement, je mettrai l'exercice devant vous. En attendant que je vous envoie dans votre groupe je vais essayer de chercher peut-être là. Voici. Donc, le temps d'effacer le tableau, que cet exercice voilà, c'est allumé. S'il vous plaît, pour le cours, je mettrai le lien du cours de l'année dernière, chute verticale, toute la partie théorique et même un autre exercice qui a été traité. C'était un exercice que je l'ai fait dans la partie après l'arrêt de cours présentiel. J'ai fait des exercices dans la même salle. J'ai enregistré ces exercices. Vous pouvez les voir aussi. Même les autres cours ont été travaillés l'année dernière à distance. J'ai déjà ces vidéos-là et vous pouvez les suivre ou les étudier. Donc là, dans cet exercice, dans les moteurs
moteur à combustion, on minimise le frottement entre les pièces mécaniques en utilisant des huiles afin d'obtenir un frottement visqueux. Plus une huile est épaisse, ça veut dire quoi? Plus il est dense, plus sa densité est grande. C'est-à-dire son écoulement est lent. Plus une huile est épaisse, plus sa viscosité est élevée. On souhaite déterminer expérimentalement la viscosité d'une huile moteur. Pour cela, on filme la chute verticale d'une balle dans cette huile moteur avec une caméra numérique. L'exploitation du film avec un ordinateur permet de déterminer les valeurs de vitesse de la balle en fonction de temps. On obtient le graphe dans l'annexe 1 qui est à rendre avec la copie. Ça, c'était un exercice du baccalauréat français. Donc, il y a un schéma qu'on doit la noter et la travailler. Donc, validation et la modélisation de la force de frottement. On entend par quoi ce titre? Ça veut dire quoi? Valider un modèle. On va choisir un modèle, on va travailler selon ce modèle-là et voir à la fin, est-ce que ce modèle est valide ou non? C'est-à-dire quoi? Ce choix que nous avons, qu'on va faire à l'avance théoriquement, on va le mettre en exercice avec une étude qui est expérimentale. On doit avoir une superposition des deux courbes où elles sont approchées. C'est le titre de cette partie. Pour étudier le mouvement de la balle, on se place dans le référentiel du laboratoire. On prendra l'axe vertical OZ dirigé vers le bas. Les caractéristiques de la balle sont la masse 35 grammes, rayon 2 cm, volume 33,5 cm². La masse volumique de l'huile aéro H, c'est 0,910 g par cm3. On suppose que la force de frottement s'exprime sous la forme F est égal à moins K fois VG, où VG est la vitesse de centre d'inertie de la balle. On appellera VG la composante de la vitesse suivant l'axe OZ. VG, c'est la composante, c'est-à-dire c'est une valeur algébrique. Dans une baccalauréat des années précédentes, la projection de VG était négative si le choix de l'axe est dirigé vers le bas. Il faut faire attention. Donc, 1.1, faire l'inventaire des forces extérieures appliquées à la balle en chute verticale dans l'huile, puis représenté sur un schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, dans une éprouvette, généralement, ce cas-là, on aura dans une éprouvette, il y a de l'huile, huile moteur. On va choisir quoi? Un axe, l'axe Z, O, et quelque part, on mettra cette balle-là, là, c'est G. Représenter ces forces. D'abord, on peut les faire l'inventaire ici. Là, c'est huile de moteur ou huile moteur. Inventaire des forces. Oui, on commencera par le poids. CP est égal à mg. Vous voyez dans cet exercice, on n'a pas donné la masse volumique du corps, on a donné la masse. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser ρ fois V. C'est dans l'exercice, la masse n'est pas donnée. Si on donne le rayon et la masse volumique du solide, dans ce cas-là, P est égal à ρ fois V
Et V, c'est 4 tiers, pi R, 3, si le corps, c'est la balle, est en forme sphérique. D'accord? Donc, l'écriture des forces dépend des données. Donc, j'ai le droit d'utiliser uniquement M fois G. L'autre force, c'est FA. C'est la force, la poussée d'Archimède. Et son expression est égale à quoi? C'est ρ de H de l'I fois V fois G. Et il y a le moins. C'est toujours orienté vers le haut. L'autre force, c'est F, la force de frottement. Elle a été donnée, c'est moins K fois VG. Et je mettrai aussi VG aussi, là. Voici les trois forces. Donc, faire l'inventaire des forces exercées appliquées à la balle. Voici la première, oui. Mais dans la deuxième expression, c'est le volume. Ah oui. Là, c'est... je n'ai pas fait une petite remarque. On écrira fois V comme ça. Et là, pour V, on mettra cette écriture-là. V, G. D'accord? Pour différencier le symbole de volume de la vitesse VG. D'accord? Vous pouvez écrire en même temps que moi. C'était la question 1.1. Il fallait représenter ces forces, et il vaut mieux de les représenter. Il y a le poids P. Là, la balle ou la bille, elle est totalement émergée. Par la suite, toutes les forces exercées ont le même poids, le point d'application qui est G. D'accord? Donc, ça sera la CFA. Et le petit f. Dans certains cas, on représente ces forces décalées pour qu'elles soient vues. Généralement, on fait P, on fait la F, et l'autre, c'est FA. Uniquement pour... là, le mouvement, il commence par un mouvement qui est accéléré vers le bas. C'est-à-dire, en réalité, mais parfois, on vous dit, sans souci d'échelle. C'est-à-dire, n'essayez pas de donner lequel est le plus grand, le plus petit. Mais généralement, c'est un mouvement qui est accéléré vers le bas. Donc, ça sera P, si vous voulez, l'intensité de P est comment? Elle est plus grande devant la somme des intensités de petit f et de petit r avant un certain régime qu'on appelle le régime initial. D'accord? Juste après, on verra ce qu'il va se produire. Et vous voyez ici, si j'essaie de faire la somme de cette représentation, normalement, P doit avoir une représentation. Mais jamais on me demande de représenter avec utilisation d'une échelle, parce qu'au départ, on ne sait pas l'intensité de ces forces. D'accord? La question 1.2. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle de mouvement de la balle dans le référentiel de laboratoire. Et nous avons l'habitude de, lorsqu'une question en électricité, évidemment, lorsqu'on parle de l'équation différentielle, on doit ajouter quoi?
l'équation différentielle que vérifie UC, que vérifie I, que vérifie tel. Mais dans ce cas-là, on est d'accord, lorsqu'on demande l'équation différentielle, on entend sous-entendu, il n'y a que V. C'est pour cela, on n'a pas dans l'expression, en appliquant la deuxième loi, établir l'équation différentielle de mouvement, de la balle, l'équation différentielle que vérifie la vitesse de la balle dans le référentiel de laboratoire. Donc, sans la nommer, ça veut dire on demande de V. D'accord? Donc, 1, 2, on commence par quoi? Deuxième loi. Donc, deuxième loi de Newton. Et on écrira F plus FA plus P est égal à M d de VG sur dt. Une petite remarque pour le symbole qu'on donne à la force d'Archimède, soit qu'on utilise PA, soit qu'on utilise FA, soit qu'on utilise pi. Dans certaines, surtout dans les exercices français, on utilise ce symbole pi, c'est la force, c'est la poussée d'Archimède. Mais si on ne vous donne rien comme donnée, vous utilisez le symbole que vous avez l'habitude d'utiliser parce qu'il ne va pas rester FA, mais on va la remplacer avec les données de l'exercice. D'accord? Uniquement, c'est là où se termine ce symbole pour la force, pour la poussée d'Archimède. Donc, on va écrire, pour faciliter, on va écrire les expressions vectorielles de ces forces. On aura moins K fois VG plus l'autre force, c'est moins ρ H fois V fois G plus M fois G est égal à M d de VG sur dt. Et de là, on va essayer de VG. Le sens de mouvement, il est vers le bas, c'est le même sens de, c'est-à-dire c'est VG porté par K. Et G aussi, c'est G porté par K. Et vous voyez, pour le vecteur vitesse, si tous ces vecteurs-là sont portés par K, ça veut dire que d de VG, comment il est aussi porté par K, égalité entre deux vecteurs, ce sont deux vecteurs collinéaires, et par la suite, je peux dire que aussi que d de VG comme vecteur sur dt est égal à d de VG sur dt, aussi porté par le vecteur K. Vous êtes d'accord? Puisque tous les vecteurs sont collinéaires. Donc, s'ils sont collinéaires avec K, aussi d de VG et les collinéaires avec K. Ce qui donne de là, c'est moins K fois VG. Je vais essayer de mettre G en facteur, plus G, c'est M, moins ρ H fois V, qui est égal à M d de VG sur dt. Si je fais la projection, ou je remplace. Si je remplace et je multiplie par le vecteur K fois K, c'est le module, c'est un vecteur unitaire. Donc je dois leur donner comment? C'est avoir la dérivée, la fonction, et l'autre côté, il doit y avoir une constante, ou zéro, ça dépend des cas. Dans ce cas-là, il y aurait une constante. Donc, quelle est cette expression? Donc, j'aurai d de VG sur dt.
je garderai de l'autre côté. Et je vais passer sur moins K fois VG de l'autre côté. Et j'aurai plus K. Donc là, je mettrai un K majuscule. Pour différencier, là, je mettrai un K majuscule sur M. Fois VG est égal à quoi? C'est G, je peux mettre G, 1 moins ρh fois V sur M. D de VG sur DT, j'ai divisé par M, ce M, il va se simplifier, il va donner 1 ici, on aura moins ρh fois V sur M. Et là, ça sera K de l'autre côté plus K divisé par M. Et l'équation générale, ça sera quoi? Généralement, dans un autre exercice, on peut vous demander, montrer que l'équation différentielle s'écrit sous la forme d de Vg sur dt plus b fois Vg est égal à A. C'est l'équation générale dans le cas où ce frottement il est linéaire. Frottement linéaire, ça veut dire que f est égal à k fois v. Et l'équation différentielle générale s'écrit de cette façon. Même dans cet exercice, on peut dire, en donnant l'expression de A et l'expression de B. Dans ce cas-là, essayez de d de v, donc b, ça sera quoi? C'est k sur m. Et A, ça sera ce G, 1 moins ρ h fois V sur M. Et vous voyez que cette partie-là, est là, quelle est l'unité de cette partie? Qui est entre parenthèses sans unité. Parce que là, ρ fois V, c'est une masse sur une masse, c'est 1. Et de là, pour l'homogénéité, d de Vg, c'est quoi l'unité? C'est une accélération. Mètre seconde moins 2. Là, c'est le mètre seconde moins 1. Quelle est l'unité de K sur M? Pour avoir le mètre seconde moins 2, il faut que K sur M aura seconde moins 1. Son inverse, 1 sur B. Quelle est l'unité de 1 sur B? C'est le temps. Donc, ça sera, on posera un taux. C'est le temps caractéristique du mouvement. En électricité, ce taux, dans RC, c'est quoi? C'est le produit RC. Et le même dans RL. Donc, cette étude-là, elle est la même que nous l'avons traitée, sauf au lieu de parler d'un système électrique, on parle ici d'un système en mouvement en mécanique. Donc, voici la question demandée. C'était la question 1-2. Je me suis... Là, c'était la question 1-3. Donc, c'est un exercice qu'on traite en cours. C'est pour cela la question 1-3. Donc, je garderai cette partie-là. Je garderai cette partie-là à la question 1-3. En réalité, tout ce qu'on va traiter d'ici à la fin de ce cadre référentiel, ce sont des applications de loi de Newton. Donc, on n'aura pas quelque chose de nouveau, sauf on fait intervenir des forces que vous n'avez pas l'habitude de les voir. Une fois qu'on vous donne l'expression, vous êtes capable de traiter, de répondre à ces questions. D'accord? On passe à la question 1-3. Donc, question 1-3. Qu'est-ce qu'on demande? Ah oui. Il faut chercher
là, donc 1,3. 1,3, on demande quoi? Montrer que d de Vg sur dt peut se mettre sous la forme, voilà. Donc, donc on aura d de Vg sur dt plus k sur m Vg est égal à G fois 1 moins ρh fois V sur M. Et on écrira l'expression. Je mettrai d de Vg sur dt est égal c'est G 1 moins ρh fois V sur M moins K sur M moins K sur M fois Vg. Avec cette écriture, juste au-dessous, on mettra d de Vg sur dt est égal à A moins B fois Vg. L'expression que j'ai dans ma démarche mathématique et l'autre qui est donnée. Ce qui donne que A est égal à G 1 moins ρh fois V sur M. Et je vérifie bien que c'est l'expression donnée. Évidemment, en réalité, lorsque je traite un exercice, je vous ai dit, lorsqu'on a corrigé le devoir, essayez de lire l'exercice tout entier. C'est pas en lisant les premières questions où vous voyez que vous êtes capable de répondre, vous commencez la réponse. Pourquoi? Parce que vous pouvez garder cette expression-là. C'est GM moins tel. En divisant, je peux ne pas avoir cette expression. Donc, en voyant les questions qui viendront par la suite, j'essaie de modéliser, de donner l'expression des réponses antérieures de telle façon à faciliter la réponse des questions qui viendront par la suite. Donc, EB, ça sera C, K sur M. Voilà la question 1,3. La question 1,4. C'est une calcul et vous voyez dans cet exercice, évidemment c'est un exercice de baccalauréat, on ne peut pas vous laisser calculer A et B, vous pouvez vous tromper et les questions qui viendront par la suite seront fausses. C'est pour cela, la question 1,4, vérifiez que A est égal et B est égal. Ainsi, on n'aura pas de problème pour répondre aux questions qui viendront par la suite. Toujours, cette question se pose d'une façon classique dans ces exercices. Donc, je mettrai A est égal, je fais l'application numérique. C'est 9, d'après les données, c'est 9,18. Facteur de 1 moins. Là, essayez d'utiliser les unités. Nous avons la masse volumique dont les données, c'était en grammes par centimètre cube. Nous avons le volume en centimètres cubes et nous avons la masse en grammes. Donc, ce n'est pas la peine de travailler dans le système international. Il suffit d'utiliser les unités. Mais dans les exercices du bac marocain, généralement, on vous donne les unités qui sont en système international, surtout pour ρ et le rayon en centimètres. Donc, vous allez trouver des... c'est pas, il faut le connaître à l'avance. Vous devez convertir
Et même dans le volume, si on vous donne le rayon, il ne donne pas le volume, on vous rappelle que le volume c'est 4 tiers pi R3. D'accord? Donc ça sera... Monsieur, la masse doit être en kilogrammes. Oui, mais là, j'ai déjà dit que ce rapport-là, il est sans unité. Il suffit de travailler dans les unités données. Dans ce cas-là, on n'aura pas de problème. Si on utilisera en grammes par centimètre cube, là, le centimètre cube, ça reste gramme, et je dois utiliser la masse en grammes, gramme sur gramme, donc les unités. Cette partie-là est sans dimension. Donc, ρ, c'est 0,910 fois le volume qui est 35 cm3 sur M, qui est, quelle est cette masse? C'est 35 aussi, 10, c'est 35. Et ça donne combien? Par calcul, ça donne 1,27. Quelle est son unité? Eux, ils ont utilisé SI. Ils ont le droit, celui que pose la question, peut ne pas donner les unités. Est-ce que ça donne la même valeur? Non. Essayez de refaire les calculs. 33,5, oui, je me suis... 33. Là, le volume, c'est 33,5. Je remonte en haut, oui, le volume, c'est 33,5 cm3. Et la masse, c'est 35 grammes. Là, ça donne cette valeur. Je veux que vous me donniez l'unité. Nous l'avons discuté tout à l'heure. D'où on doit chercher l'unité de A dans l'équation différentielle. Là, on ne peut pas faire la somme des grandeurs qui n'ont pas la même unité. La première des choses. Donc l'unité de A, c'est l'unité de B fois G. Et aussi, on ne peut pas donner l'égalité entre deux grandeurs qui n'ont pas la même unité. Et par la suite, l'unité de A est celle de D de BG sur dt. C'est quoi? C'est une accélération. Donc l'unité de A, ce sera quoi? C'est le mètre seconde moins 2. Donc c'est l'accélération. Vous n'avez pas le droit, pour certains profs lors de la correction, n'admisent pas mentionner SI. D'accord? Il faut donner l'unité de la grandeur. Voilà pour A. Pour B, un 3, un 4, vérifier que A est égal. On donne la valeur de champ de pesanteur. Donc, il ne demande que A. D'accord? On passe à la question 1,5. Le mouvement de chute de la balle présente... Oui? Le mouvement, je remonte... Voilà. Le mouvement de chute de la balle présente deux régimes visibles sur la représentation graphique. Je dois remonter pour voir la représentation, elle est là. Je dois... voilà. Donc, le mouvement de chute de la balle présente deux régimes visibles sur la représentation graphique VG est égal à F de T dans l'annexe 1. 1,5,1, séparé sur le graphe en annexe 1 par un axe vertical les domaines de deux régimes et on précisera le domaine de régime permanent et le domaine de régime transitoire de mouvement de la balle. Là, l'utilisation, j'ai dit au début,
l'étude mathématique en électricité et en mécanique sont le même modèle mathématique, même équation, même solution. Et par la suite, là, l'utilisation de termes régime transitoire et régime permanent, parfois on utilise le régime initial, al-nidam al-bad'i ou al-nidam al-da'im. Donc là, on utilise le régime initial et parfois on utilise, comme vous voyez dans cet exercice, on utilise le terme, le régime transitoire. Donc comment peut-on déterminer, séparer les deux parties à partir de taux? Donc taux, là nous n'avons pas de tangente. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Oui, c'est 0. On utilise 0,63. La valeur limite, c'est elle qui détermine le taux. Là, vous avez ces 17. L'unité, c'est en centimètres. Peu importe l'unité. Nous venons représenter ce point qui détermine le taux. Donc 0, c'est 17 fois 0,63. Mademoiselle, avec calculatrice. Combien? 10,60. 10, et quelques. 10, vous avez les tirets et on peut déterminer là. La première des choses, il faut essayer de trouver et on peut déterminer 10,5. On va essayer de trouver. C'est entre 0,09 et 0,15. On essaie de donner. Mais vous pouvez voir là, parfois, si on ne vous demande pas de préciser par calcul, on peut prendre, vous voyez qu'il y a un palier à partir de 0,4. Vous voyez? Il y a un palier où la valeur de V prend une valeur qui est constante et je peux tracer la verticale passant par t est égal à 0,4 secondes. Et là, c'est le régime initial, et là, c'est le régime permanent. D'accord? Donc, pour la question 1.5a, donc c'est un travail 1.5a. Si nous voulons faire un travail qui est minutieux, qui est exact, on doit déterminer la valeur de taux. On a le point M, T, V, G est égal combien? 0,63 V limite. Et T est égal à taux. Et voici le schéma qu'on doit avoir. S'il vous plaît, chez vous, lorsque vous essayez de télécharger cet exercice et travailler sur là, c'est 0,63 V limite. Et là, c'est taux. Combien tu as calculé? C'est 10,63 égale V de taux, VG 10,6 mètres seconde moins. Et là, on aura 5 taux. Régime initial. Et la régime permanent. Comme je viens de dire que dans certains exercices, dans certains cours, on garde la même utilisation, c'est-à-dire régime permanent, régime
régime transitoire. Donc, ce qui nous ramène à la question (152). « 1.5.2. Relever la valeur de la vitesse limite VL sur la représentation graphique VG est égal à F de T. Vous voyez que nous avons déjà utilisé ce V limite. Nous n'avons aucun outil qui nous permet de séparer les deux régimes. À moins si on donne une tangente à l'origine, dans ce cas-là, on ne passera pas par V limite. Donc, dans cet exercice, en réalité, on doit avoir cette tangente pour nous. Pour les exercices traités par les Marocains, toujours on donne cette tangente. Eux, ils n'ont pas l'habitude de donner cette tangente, et toujours, soit en électricité, soit en mécanique, on utilise toujours ce 0,63 V max, ou cette valeur qui est maximale. Pour nous, si on donne cet exercice, on vous donnera cette tangente, et même la courbe doit être en continu, non pas en point par point. Donc là, c'est la question 1.5.2. Donc V limite est égal, c'est 17 cm par 0,17 mètres seconde moins 1. On peut accepter son écriture en centimètres par seconde, mais il vaut mieux de le travailler dans le système international. Je vais essayer de... Voilà. Vous voyez que l'unité, c'est centimètres seconde moins 1. Essayez de voir vraiment l'unité sur les deux axes. Si vous ne faites pas attention, et vous pouvez considérer que l'unité c'est en mètres par seconde, donc vous allez écrire que 17 mètres seconde moins 1 en réalité. Il faut vérifier l'unité donnée sur les deux axes. D'accord? La question qui vient par la suite, 153. Que vaut l'accélération de la balle quand celle-ci atteint la vitesse limite? D'après, c'est comme quelle est la tension EC entre les bornes de générateur dans le système, c'est de la même façon. V qui est égal à V limite est égal à une constante. Donc en régime permanent. Ça veut dire que d de VG sur dt est égal à 0. Donc HG, on peut dire HG infini, avec un temps très grand, est égal à 0. Et le mouvement de G, est rectiligne. Mouvement rectiligne uniforme. La dernière question, c'est la question la plus importante de l'exercice. Et généralement, dans le baccalauréat, ça ne dépasse pas un point. 0,75. D'accord? On demande d'appliquer cette méthode de l'air dans deux cas particuliers. D'accord? Et avant de traiter cette question, on lira d'abord
vais essayer de... Voilà. C'est de là qu'on commence. Un 6, plutôt un 6, oui. Connaissons la constante A, donnée en 1,4, et la constante B, 7,5 secondes moins 1. La méthode d'Euler permet d'estimer que le calcul de la valeur de la vitesse de la balle en fonction de temps, en utilisant les deux relations, D2VG est égal à A moins B VG à l'instant TI, et la relation VG à l'instant T1 plus 1 est égale. Donc, d'abord, on parlera de cette méthode d'Euler. Vous avez pris ceci? Vous connaissez Euler? Oui. Et les fameux par ce E. Et il a une exponentielle de I phi. Vous connaissez cette relation-là? Est égale. Donc, Euler a permis de résoudre cette équation d'une façon répétitive. Comme j'ai dit au départ, la chose qu'on doit admettre, qu'il y a, donc on n'a pas besoin pour l'instant. Donc cette méthode-là, c'est que nous avons D2VG sur dt plus b vg est égal à A. Donc à partir de cette équation et les conditions initiales, c'est très important. Dans ce cas-là, Vg est égal, elle est connue, Vg 0. Et autre chose qui est connue au départ, c'est cette constante A qui est l'accélération. Vous avez vu l'expression de A, c'est quoi? C'est G, facteur de 1 moins ρ fois V sur M. Et dans l'exercice, toujours on donne ce G, on donne la masse volumique de la bille, son volume, et la masse ρ de liquide, V de la bille, et sa masse, on peut remplacer par d'autres grandeurs. Donc à partir de là, Euler a proposé qu'on doit admettre que cette AI, c'est là où vient l'approximation. Nous avons déjà utilisé dans le cours que on peut déterminer l'accélération instantanée par la méthode d'encadrement. C'est-à-dire, je peux utiliser TI plus 1 moins TI sur TI plus 1 moins TI. D'accord? Cette méthode-là, si nous essayons par exemple, là c'est de VG, là c'est le temps, si la courbe elle est là, donc cette méthode-là, à cet instant-là, G c'est VI, et là c'est VI plus 1, là c'est TI plus 1, et là c'est TI. En réalité, AI c'est quoi? Mathématiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente. Là, f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x lorsque x est égal à x0. Et cette dérivée là, c'est quoi? C'est le coefficient directeur. C'est de cette façon que vous essayez d'établir l'équation de la tangente à une courbe. Donc, en réalité, si je veux, dans ce cas-là, là c'est T, et à partir de là, le coefficient AI, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Au lieu de travailler avec le coefficient directeur,
on va utiliser cette méthode-là, ce triangle-là. VI plus 1, là c'est alpha 1. Dans ce travail-là, pourquoi il est approximatif? Si je veux déterminer la vraie valeur de AI, c'est quoi? Je dois construire un autre triangle. Je choisirai là. Voilà, si je veux déterminer. Quelle est la différence entre les deux triangles? Voilà d'où vient l'incertitude. Cette partie-là, la différence entre ce triangle en bleu et le triangle en jaune. C'est pour cela qu'on dit que c'est une méthode qui est approximative. Et vous voyez à partir de là, pour que les deux valeurs doivent être approchées, qu'est-ce qu'on doit faire, à votre avis, pour diminuer cette partie-là, cet écart? Qu'est-ce qu'on doit faire à delta de t? Le diminuer. Si TI, elle est là, ce qu'on appelle le pas, si je prends là, qu'est-ce qu'il y a? L'incertitude réside dans cette partie-là. Donc, en prenant ce qu'on appelle le pas de calcul petit, tant que le pas de calcul est petit, tant que la valeur de AI s'approche à cette relation que nous avons utilisée. Donc, le génie de cette méthode, c'est que c'est facile là d'essayer de tracer cette courbe d'une façon théorique, c'est-à-dire on a modélisé K fois V. On va la tracer et, comme j'ai dit au début, tracer point par point et la comparer à celle que nous l'avons, que le logiciel ou ce qu'on appelle l'expérience assistée par ordinateur, il nous donne la vraie courbe. Et on va voir à la fin, nous avons réussi à choisir le modèle ou pas. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on pose. Généralement, cette relation, il est donnée. Sinon, vous appliquez ce que je viens de faire là. On pose ce delta de t qui est égal à ti plus 1 moins ti. Et vous voyez de là que ce vi plus 1 moins vi est égal à quoi? Est égal à 1 i fois delta de t. Ce delta de t, il est donné dans l'exercice, c'était 0,08. Donc, quelle est l'utilité de cette relation? Donc, je vais regrouper, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a une accélération et il y a une vitesse. Donc, je dois avoir deux équations. Je vais les mettre en rouge et j'aurai là. Je vais utiliser ces AI plus B fois VI est égal à A. À côté de cette relation-là, j'aurai VI plus 1 est égal à VI plus AI fois delta de t. De là, je commence avec t est égal à 0. J'aurai par exemple, c'est à l'instant t est égal à 0, j'aurai V0 qui est donné là est égal à 0. Et j'aurai A0 est égal à A, ce que nous avons déjà fait. Connaissant A0, je passe à V1. V1, c'est quoi? C'est V0 plus A0 fois delta de t. Donc, je calcule V1. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est une méthode, on ne peut pas dire de tâtonnement, mais c'est une méthode qui est répétitive. Et on doit suivre. À partir de l'instant t est égal à 0, on passe à T1, à T2, à T3, et on dresse dans un tableau toutes les valeurs permises, jusqu'à où on doit s'arrêter à votre avis? On trouvera que V prend la même valeur. Donc j'ai dit, de là, on va dresser dans un tableau les valeurs, et on mettra ces valeurs dans sous forme de courbe, et on va la comparer avec celle donnée d'une façon expérimentale. D'accord? Donc, cette méthode-là,
la première des choses, là où celle-là, elle garde I et A. D'où vient cette progression? Vient de AI. On utilise cette méthode qui est VI plus 1 moins VI sur delta de T. Et nous pouvons faire les calculs maintenant. Je reviens. Et vous essayez de me donner quelle est la question posée. Nous obtenons le tableau de la valeur suivante. Attends, on a le tableau. Quel est le pas d'itération de la méthode d'Euler? C'est cette progression avec laquelle le temps évolue. Comment? En lisant les valeurs là. Vous voyez T, là c'est T1, T0, T1, T2, T3, T4. Il suffit de faire la différence entre deux valeurs successives. C'est le plus simple, 0,08 avec 0 ou 0,16 moins. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour justifier ce calcul-là? On définit delta de T comme TI plus 1 moins TI. Donc, c'est la question 1. C'était la question 161. Donc, delta de T est égal à TI plus 1 moins TI, qui est égal à 0,16 moins 0,08, ce qui donne ce delta de T est égal à 0,08 secondes. Question suivante, peut-être vous remarquez que je me précipite un petit peu. Au moins, s'il nous reste la deuxième détermination de la viscosité, c'est pas grave, on le verra par la suite. La question suivante, c'était quoi? Je remonte. Que vaut l'accélération à l'instant t égale à 0? Donc, 1, 6, 2. A t est égal à 0, nous avons V0 est égal à 0, donc A0 est égal à A, qui est égal, il a été calculé ou donné, 1,27 mètres secondes ou moins 2. Calculer la vitesse à l'instant t est égal à 0,24. Si vous avez compris, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Lorsqu'on demande de faire ce tableau, nous devons avoir un couple. 2 et 2, c'est quoi? Je dois remplacer les grandeurs par leurs valeurs. C'est A, c'est donné. A0, c'est combien? C'est 1,27 plus B. Il a été donné, c'est combien? Il a été donné dans l'exercice 7,5 est égal, non, c'est AI. Plus 7,5 VI est égal à 1,27. Et juste dessous, VI plus 1 est égal à VI plus combien? C'est, je l'ai AI fois delta de T. Avec delta de T égale 0,08 secondes. Voilà ce que je dois avoir devant moi pour calculer n'importe quelle question concernant soit AI, soit VI. D'accord? Donc la première question, c'était le calcul de la valeur de, voilà l'énoncé.
de la vitesse à l'instant t égale à 24, 0,24. Donc j'utiliserai celle-là. V t égale à 0,24 secondes est égale celle qui la précède. Je reviens. C'est combien? 0,143. D'accord? C'est 0,143 plus AI, c'est-à-dire AI, c'est l'accélération de VI. Là, c'est combien? C'est 0,2 multiplié par 0,08. Et le calcul donnera 0,159. Donc V à l'instant t est égal à 0,24 secondes, c'est 0,159 mètres secondes moins. C'est la partie la plus difficile de l'exercice. Si vous arrivez à maîtriser ce calcul-là, on peut dire qu'on n'aura pas de problème. Dernière question, c'est 1,6,3. Essayez de, au moins, qu'on termine cette question. Comment? Oui, mètres par seconde. Mètres seconde moins. La dernière, c'est on demande quoi? La question, la voici. On déduire la valeur de l'accélération à l'instant t est égal 0,24 secondes. Donc A à l'instant t est égal à 0,24 secondes est égal à fois est égal à 1,27 moins 7,5 fois V à l'instant t est égal à 0,24. Et ça donne 0,078 mètres secondes moins 2. Et vous voyez, au cours du calcul, cette valeur-là, elle va diminuer. Nous avons commencé avec 1,27 et juste à 0,24 secondes, nous sommes arrivés à une valeur de 0,078. Et si nous calculons, vous voyez qu'à partir de 0,48 secondes, là, vous voyez que l'accélération est nulle. Donc, le régime, si on vous demande à partir de quel est l'intervalle, vous dites entre 0,4 secondes et 0,48 secondes, le régime permanent commence. Donc, entre les deux. Soit on prendra par défaut 0,48, soit on dira entre 0,4 et 0,8. Il vous reste la dernière question. Une idée, c'est quoi? Où il y a... essayez de penser à cette question-là. Je vais vous envoyer la réponse de cet exercice et de la comparer. On parlera la séance prochaine comment on doit la calculer, mais vous aurez la réponse avant, écrite. Donc voici ce cours-là, il me reste le mouvement plan, une séance de 2 heures. On va les traiter aussi sous forme d'exercice et l'électrolyse. Donc nous aurons le temps de, avec ce contrat que nous avons fait, on complétera ce cadre référentiel à jour. D'accord? Merci d'accorder ces minutes après la sonnette de fin de séance. Est-ce que quelqu'un est là encore? Oui. Essayez de ramener. Vous avez cette feuille
maintenant. Donc la dernière partie, c'est détermination de la viscosité de l'huile moteur pour des vitesses faibles. La formule de Stokes permet de modéliser la force de frottement fluide F agissant sur un corps sphérique en fonction de la viscosité nu de l'huile, de rayon de la balle R et de la vitesse de déplacement VG de la balle. Donc il nous donne l'expression, là c'est la partie 2, détermination de nu, la viscosité de l'huile moteur ils nous ont donné l'expression de F est égal à moi 6 pi nu 6 pi fois nu fois R VG. Donc, cette expression-là, nous avons déjà des données où F est égal à moins K fois VG. Et de là, on tire par comparaison que K est égal à 6 fois pi fois nu fois R. Mais pour déterminer ce nu, nous avons déjà B. On sait que B est égal à K sur M, qui est égal à l'égalité donnée, c'est 7,5. Et de là, on tire que 6 pi fois nu fois R est égal à K sur M. Est égal à 6 pi fois nu fois R est égal à K. Et K c'est B fois M. Et de là, on tire l'expression de nu. Nu est égal à B fois M sur 6 fois Pi fois R. Il suffit de travailler dans le système international. Donc nu est égal à B, c'est 7,5 fois la masse, c'est 33, c'est 35 grammes, on doit convertir en kilogrammes, sur 6 fois 3,14 fois R, c'est 2 cm, c'est 2 fois 10 moins 2, et ça donne, nu est égal c'est 0,69, c'est à peu près 0,7. Et d'après le tableau qu'on donne pour déterminer l'huile que nous avons utilisée, il y avait dans le tableau 3 huile de moteur, il y a le SAE 10, nu c'est 0,088, il y a le SAE 30 c'est 0,29 et le SAE 50 c'est 0,7. Donc l'huile utilisée, l'huile et le SAE 50. Voilà. La dernière question qui nécessite la connaissance de la valeur de mu.